Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, Tous au musée vous invite à découvrir le château de Vert qui surplombe la Dordogne. Depuis près de 50 ans, Alain Baraton veille avec attention sur les jardins du Trianon et de Versailles. Dans une atmosphère luxueuse et solennelle, Demna tire sa révérence après 10 ans chez Balenciaga. Entre les doigts de Maud Ruby, les plumes deviennent des pièces uniques aux multiples textures et volumes. Et juste avant de rencontrer le jardinier en chef à Versailles, Alain Baraton, tout de suite notre rubrique Pépite. C'est un train bleu au nom mythique. Il est un maître verrier de renom. Leur rencontre a lieu à la fin des années 20, lorsque René Lalique crée une collection pour l'Orient Express. C'est la compagnie internationale des wagons-lits qui fait appel à lui et au décorateur ensemblier René Proux pour l'aménagement de certaines de ses voitures. Surnommé le roi des trains, le train des rois, l'Orient Express propose dès 1883 la liaison Paris-Istanbul, via diverses capitales européennes à bord de wagons-lits confortables. Mata Hari ou Marlène Dietrich le fréquentèrent et il inspira des auteurs comme Agatha Christie ou Hemingway. René Proux choisit de s'exprimer à travers des panneaux de bouleau et des plaquages d'acajou vernis à l'élégance sobre pour accueillir les riches voyageurs. René Lalique, lui, choisit le vert et la lumière. Il habille ainsi les panneaux de pâte de verre des espaces restauration, comme le célèbre bar du Train bleu. Il crée également d'autres panneaux décoratifs. Femme bras levés, joueur de pipeau ou encore femme tête levée, ici incrustée dans le bois. Une œuvre art déco qui vient se fondre dans l'esprit années folles de l'intérieur du train. À plusieurs occasions depuis, la Maison Lalique sera invitée à redécorer le train mythique lors d'expositions ponctuelles. L'Orient Express opère son dernier aller-retour Paris-Istanbul le 20 mai 1977. Aujourd'hui, la version historique du train bleu ne sort plus qu'exceptionnellement, le temps d'un voyage dans le passé et l'art déco français. Entre son jardin à la française et ses salons, le château de Vert retrace les différentes époques de son occupation. Nous sommes au château de Vert et nos visiteurs visitent évidemment le bâtiment, le château, dont ils ont l'impression de parcourir différentes époques, puisque dans les bâtiments on voit beaucoup le Moyen-Âge, la Renaissance, l'époque classique que vous avez derrière moi, elle est visible surtout de ce côté-là. Et puis bien entendu, nos visiteurs parcourent le parc du château qui fait une trentaine d'hectares. Situé dans l'entre-deux-mers, aux abords de la Dordogne, le château de Vert témoigne des siècles passés. Classé monument historique et labellisé jardin remarquable, des fouilles ont permis d'identifier une occupation gallo-romaine de ces terres. Son histoire s'est ensuite poursuivie et enrichie grâce à son emplacement stratégique. Une évolution visible dans la cour d'honneur qui allie plusieurs styles architecturaux. Nous sommes dans la cour d'honneur du château de Vert. Ici, vous voyez deux grandes périodes qui sont le Moyen-Âge, avec derrière moi le donjon, le châtelet d'entrée, etc. Et puis, de l'autre côté, toute l'influence de la Renaissance, à travers, face à moi, cette fameuse façade très décorée, parce que c'est de la fin de la Renaissance, qui a été faite par un fameux architecte de l'époque qui s'appelait Louis de Foix, et à qui on doit en particulier dans la région le phare de Cordouan. Autre mélange de styles, la diversité de ses jardins. Car si le château possède un immense jardin à la française, il arbore également un jardin inspiré de ceux qui se faisaient à l'époque médiévale. Il y avait des plantes pour se soigner, des plantes médicinales. Il y avait une partie qui était réservée à des plantes tinctoriales. Il y avait comme ça différents secteurs. Aussi une partie de fleurs pour agrémenter certaines salles, sans doute. Voilà, c'était un jardin utilitaire. Ça n'est pas comme les jardins plus récents, à la française, à l'anglaise, qui ne sont que pour le plaisir des yeux. Si le château est passé dans les mains de nombreux propriétaires au cours des siècles, il y en a deux qui ont occupé les lieux pendant plusieurs siècles. La première, c'est la famille d'Albret, fameuse famille du sud-ouest de la France, dont est issu le roi de France Henri IV, lequel a vendu Vert, un peu avant 1600.
et ils étaient propriétaires depuis 1300. Et puis ensuite, ça a été la propriété de la famille de Gourgues, qui étaient des notables de la région et qui ont été propriétaires à peu près de 1600 à 1900. Acquis en 1996 par le propriétaire actuel, c'est ce dernier qui a agencé et meublé chaque pièce avec en partie du mobilier de famille. Nous nous trouvons ici dans la galerie Renaissance. Tout est meublé de mobilier d'époque, bien sûr. Ici, par exemple, vous apercevez une partie très importante de la collection de tapisseries qui proviennent des plus belles manufactures de France, Gobelin, Aubusson, etc. Alors, au point de vue meuble, vous avez ici, par exemple, beaucoup de coffres de mariage. Alors là, on est quand même plutôt du XVIe siècle. Dans d'autres salles, on va voir un mobilier d'époque Louis XIII, Louis XIV et même début XVIIIe siècle. Chambre à coucher, cuisine, salon de réception ou salle à manger, le propriétaire a essayé de retranscrire les lieux comme ils auraient pu l'être à travers les différentes époques d'occupation du château. Cette salle était à l'origine une salle des gardes, mais nous l'avons aménagée dans un esprit banquet. Le mobilier ici est majoritairement Louis XIII, vous voyez des fauteuils assez rigides, assez raides, comme on faisait à l'époque. Vous avez également au mur une magnifique tapisserie du début du XVIIIe siècle et de riches couleurs. Un écrin d'histoire qui trône fièrement au bord de la Dordogne et qui nous plonge dans les siècles passés. On peut s'apercevoir combien c'était sombre, froid. Ici, c'était auparavant une cuisine. Vous voyez la partie centrale, c'était là que l'on faisait du feu, qui servait beaucoup à s'éclairer, à se chauffer, à cuisiner. Dans la partie de gauche, on pouvait stocker le bois. Et puis de l'autre côté, on aperçoit un ancien four à pain qui a été détruit, mais dont l'entrée est toujours bien visible. Un écrin d'histoire qui trône fièrement au bord de la Dordogne et qui nous plonge dans les siècles passés. Les fleurs et les arbres des jardins de Versailles n'ont plus de secret pour lui. Rencontre avec Alain Baraton. Bonjour Alain. Bonjour. Alain, vous êtes jardinier en chef à Versailles, du domaine de Versailles, du Trianon. En plus, vous êtes responsable du domaine national de Marly-le-Roi. Vous êtes chroniqueur à la télé, à la radio. On dit qu'un jardin reflète la personnalité de celui qui le cultive. Alors, lequel serait votre jardin idéal ? Ce jardin, il a existé, c'était celui de mon grand-père, un homme absolument merveilleux. C'était un jardin simple, un jardin avec, en entrant, un petit massif de fleurs, ensuite un potager incroyable avec des alignements de légumes. Puis au milieu de ce jardin, il y avait un prunier à couetch. Ce prunier était extraordinaire. Et ce jardin, pour moi, symbolisait mon enfance heureuse, mon grand-père qui est l'homme que j'ai vraiment le plus aimé. Vous vouliez devenir photographe et votre père ne l'a pas du tout entendu comme ça. Il vous a inscrit dans un lycée horticole. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne lui en veux pas beaucoup. En fait, j'étais un gamin pas forcément turbulent, ailleurs, rêveur. Et moi, mon idéal était de parcourir le monde avec un appareil photo. Mais au vu de mes résultats scolaires, mes parents ont décidé qu'il fallait quand même que j'apprenne un métier. Donc, mes parents m'ont inscrit d'autorité dans une école horticole. J'y suis resté pendant 3 ans. J'ai appris, la base du métier qui est le mien aujourd'hui. Et quand je suis sorti de cette école en 1976, pour être exact... Vous avez fait un stage. Oui, tout à fait. Vous avez fait un stage de vacances à la grille de l'entrée du parc de Versailles. Vous étiez caissier. Vous avez dit percepteur de droit d'entrée. Excusez-moi. Je vous interromps avec beaucoup d'humour parce qu'à l'époque, on ne disait pas caissier, on employait ce terme de percepteur des droits d'entrée, ce qui m'amusait parce que j'avais conscience que mon métier n'était que de faire payer les voitures, mais percepteur, ça a quand même quelque chose de royal. À la suite de ce stage, Alain Baraton se voit proposer un emploi d'aide jardinier et un logement à Versailles. Il découvre alors les somptueux jardins, mais aussi et surtout les arbres dans le doyen du parc, un chêne de près de 350 ans qu'Alain ne cesse depuis d'admirer. Cet arbre a très certainement été planté aux alentours de 1670, à une époque où le roi de France s'appelle Louis XIV et le jardinier en chef André Le Nôtre. Alors quand je vois ce géant de bois, déjà, l'idée qu'il soit devenu aussi massif uniquement à partir d'un petit fruit, moi je trouve ça quand même grandiose. Mais je me dis, si cet arbre,
qui, je le sais, est un être vivant, et qu'il me racontait les personnages qu'il a vus. Mais c'est extraordinaire. Il a connu Louis XIV, Louis XV, Louis XVI et Marie-Antoinette. Il a vu De Gaulle quand il vient au Grand Trianon après la guerre. Il a vu les plus grands savants se promener dans les jardins. Il a vu les avions arriver dans le ciel. Enfin, c'est démentiel complet. Ce n'est pas donc qu'un élément végétal extraordinaire, c'est aussi le témoin vivant de 400 ans d'histoire. Au château de Versailles, l'histoire se raconte aussi à travers les parterres. Du temps de Louis XIV, le Grand Trianon, surnommé le Palais de Flore, présentait quantité de fleurs les plus belles et les plus rares. Depuis quelques années, Alain Baraton a lancé l'idée de composer un parterre changeant tous les ans avec un thème précis réalisé par un jardinier du château. En 2025, Elena Secondo l'a donc imaginé sur les océans. Alors, ce parterre a été conçu de quantité de plantes, principalement des sauges, qui sont des plantes très agréables, qui ont la particularité d'avoir des couleurs soutenues et qui changent peu en fonction du temps. Et puis il y a également, au pied des ifs qui sont d'habitude taillés en cône, qui ne le sont pas parce que des clématites vont donc bientôt apparaître, nous avons planté des lys royaux. Nous ne pouvons pas, ici à Versailles, oublier que la royauté règne en maître, donc on a toujours la plante, symbole de la royauté. Et puis après, une très grande diversité de plantes, on voit des graminées par exemple. Un choix de plantes et de fleurs qui doit être de plus en plus adapté au dérèglement climatique. Il ne suffit plus de faire avec ces aléas, mais aussi d'anticiper de nouveaux problèmes, notamment dans le domaine arboré. Par exemple, nous avons déjà pris la décision de multiplier les essences pour que si une maladie venait demain à s'abattre sur Versailles, tous les arbres ne soient pas atteints. Au niveau des fleurs, nous ne mettons pas seulement des plantes qui résistent davantage aux températures élevées, mais nous faisons en sorte de mettre également des plantes le moins gourmands en eau. Donc les plantes que nous choisissons comme le parterre des océans, ce sont des plantes tapissantes qui font une sorte de paillage et qui limitent ainsi l'évaporation de l'eau dans la terre. Vous étiez aussi assez précurseur puisque vous avez aboli les pesticides dans ce jardin. En 1999, il y a une tempête qui fait des dégâts considérables. Le parc est aux 3/4 détruit, ravagé. Et je constate que la première intervention humaine consiste à venir démoustiquer. Il n'y avait plus aucune vie à Versailles et on envisage de tuer les peu de moustiques qui restaient. C'est aberrant. Et j'avais dit à l'époque, maintenant plus jamais une goutte de pesticides dans la terre, dans l'air et dans l'eau. Et depuis l'an 2000, plus aucune goutte de produits chimiques n'a été dispersée à Versailles. Nous sommes donc précurseurs. Quand vous êtes arrivé, vous aviez à peu près 24 ans. Quel changement vous aviez apporté? Je voulais apporter de la liberté à ce jardin. Les parterres étaient systématiquement ornés de bégonias. Je n'ai rien contre le bégonia, mais le bégonia me parle peu. Et quand on a des centaines de milliers de bégonias alignés sans aucune fantaisie, ça n'a pas vraiment de goût. Donc j'ai voulu faire des jardins un petit peu fouillis, romantiques, mais toujours dans un encadrement à la française. J'ai supprimé, par exemple, les panneaux pelouses interdites. J'ai voulu que ce soit des jardins qui vous appartiennent. Un jardin, pour moi, il est réussi quand vous pouvez vous l'accaparer. Et puis, j'aime bien également l'idée que l'on quitte ce lieu avec regret. C'est dans cet esprit qu'a été créé le Jardin du Parfumeur, situé à l'Orangerie de Châteauneuf, entre le Grand et le Petit Trianon de Versailles. Ce jardin plus intime a été conçu en 2023 par Giovanni Dello, comme une palette de senteurs. L'objectif que souhaitait atteindre Giovanni Dello, et il a réussi, c'est que le visiteur pousse la porte d'entrée et qui découvre le jardin est immédiatement, j'allais dire, vraiment sidéré par la beauté, mais surtout l'ambiance qui règne dans ce lieu. Je reviens sur les mots d'Alain. L'une des plus grandes satisfactions, ça a été à la première ouverture au grand public, voir les gens s'y attarder dans ces jardins. En tout, 300 espèces de plantes prisées dans le monde de la parfumerie ornent le jardin. Un espace qui laisse place à la découverte des odeurs et dont Giovanni entretient l'ensemble avec les conseils d'Alain. Ce qu'il faudrait dans ce genre de massif de temps en temps, c'est, même si ce n'est pas la bonne saison, les tailler. Tu vois, cette branche-là, par exemple, elle ne produira pas de fleurs cette année, elle cache un petit peu les cils, les lys à côté, c'est un petit peu dommage. Donc de temps en temps, ce serait bien oui, de le reformer. Tu vois, Ces abelliers sont assez désordonnés d'eux-mêmes. Ne pas attendre d'être envahis. Ça, c'est important.
Alain, depuis 9 ans, il a toujours transmis ce qu'il connaissait. Il me raconte les histoires du parc, les plantations, les histoires des arbres. C'est très récurrent que même le soir, à la fermeture du parc, on fasse un tour ensemble pour observer calmement et en prenant le temps de voir les jardins et de se préparer. Alors justement, le partage, la transmission, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Qu'est-ce qu'un bon jardinier ? Il faut 3 qualités principales. La première, savoir faire preuve de patience. Ce n'est pas l'homme qui commande, c'est la nature. C'est elle qui nous donne le temps. Un bon jardinier, c'est également quelqu'un qui doit faire preuve d'un sens aigu de l'observation. Quand on regarde une plante quelle qu'elle soit, il faut prendre le temps de la regarder, de la comprendre, de l'écouter, je dirais même, et de tout savoir sur son passé. Et puis il y a une 3e qualité également, la transmission. J'en veux à André Le Nôtre. Comment cet homme, qui a créé l'un des jardins les plus célèbres du monde, n'a-t-il pas ressenti le besoin de transmettre ? Et ma manière d'écrire, c'est un petit peu une manière de me venger d'André Le Nôtre en disant « je n'ai pas 10% du talent d'André Le Nôtre, mais moi, contrairement à lui, je transmets ». Alain, pour terminer, on ne va pas vous demander quel arbre vous aurez aimé être, puisqu'on sait que c'est le chêne, votre arbre préféré. Mais je peux vous demander dans quelle époque vous aurez aimé vivre si vous aviez le choix ? C'est une question que je me suis souvent posée. J'aurais détesté vivre au début du siècle dernier, ça j'en suis convaincu. Et j'ai un tort, c'est que je m'intéresse beaucoup à l'histoire de France. Et quand je vois les conditions de vie à une certaine époque, ça ne donne pas vraiment envie. Alors je vous dirais, je pense que la meilleure époque pour moi, c'est peut-être celle que je vis. Ou alors peut-être vivre loin à une époque où la civilisation n'avait pas tout détruit. Merci beaucoup Alain Baraton. Merci. Paillettes et robes en tapis rouge, un air de Hollywood se glisse dans le dernier défilé Balenciaga. Un tailleur blanc, un salon blanc, un silence presque religieux. Nous assistons à un défilé haute couture et pas n'importe lequel. C'est le 54e de la maison Balenciaga, présenté dans ses salons historiques, où Cristobal Balenciaga lui-même recevait ses invités. Dans cette atmosphère solennelle a lieu le tout dernier défilé de Demna Gvasalia, dit Demna, directeur artistique de la maison depuis 2015. Le créateur géorgien fait aujourd'hui ses adieux pour prendre la tête de Gucci. Et pour son grand final, il propose peut-être sa collection la plus aboutie. Demna chez Balenciaga, c'est 10 ans d'une mode radicale qui a transformé la façon dont on regarde l'héritage d'une maison. Avec des designs provocateurs, des allégories de la guerre ou des décors d'apocalypse climatique, il a redonné aux vêtements de luxe un rôle social et politique. Mais tout comme Cristobal Balenciaga à l'époque, c'est d'abord la forme qui l'obsède et l'architecture du vêtement. Demna a totalement transformé la ligne du tailleur, en travaillant l'épaule dans un mouvement de bascule qui plonge la silhouette légèrement en avant. Chez lui, le vêtement du quotidien est travaillé avec la même attention qu'une pièce de luxe et trouve sa place sur un podium haute couture. Devenu le roi du vêtement oversize, Demna taille des costumes sur mesure pour un bodybuilder, sauf qu'il les fait porter par des mannequins de morphologie différente. Alors ce n'est plus le costume qui définit le corps, mais bien le corps qui modèle le costume. Car le truc de Demna, c'est de toujours emmener le vêtement hors de sa zone. Chez lui, le poids devient tout sauf frivole. Le col d'un pull camionneur se suspend dans les airs et le buste d'une robe de bal est moulé en 3D, déclinaison ultra moderne d'un grand classique de la mode. Obsédé par l'âge d'or d'Hollywood, il étudie les robes de tapis rouge et leur silhouette glamour. Des paillettes, des hanches presque piquantes, une robe en organza qui dit le souvenir d'une époque et de ses divas. En hommage à Elizabeth Taylor, il invite Kim Kardashian à défiler, elle aussi symbole d'une ère qui restera dans les mémoires. Avec cette collection, Demna questionne notre rapport au temps. En réinterprétant un tailleur en pied de poule de 1967 ou un motif floral de la fin des années 50, il nous dit que les vieux classiques ont encore bien des choses à raconter et que les mythes peuvent toujours se réinventer, comme le prouve Isabelle Huppert, carte postale de la Parisienne,
mais un Paris transformé par l'influence de Balenciaga. De l'ère de Demna, on se souviendra des volumes stricts et des trompe-l'œil, des personnages mystérieux, de la norme disséquée au scalpel, une mode pour affronter les transformations du monde d'aujourd'hui. Et le rideau se ferme comme il s'était ouvert lors de son arrivée il y a 10 ans. Sur une tension entre mémoire et mutation, un terrain on ne peut plus fertile pour laisser place à la suite. Des rituels aux parures, la plume a toujours fasciné et continue de se renouveler grâce à la plumasserie avec Maud Ruby. Pour moi, la plume m'évoque beaucoup de poésie et une grande douceur. Quand je regarde ma pièce en travaillant ma pièce, j'ajuste. Je vois là quel type de plume il faut que je mette, quelle taille. C'est beaucoup de travail de l'œil au final. Maud Ruby est modiste et plumassière. Depuis une quinzaine d'années, elle crée des pièces sur mesure pour la mode et le design, mêlant techniques traditionnelles et inspiration personnelle. Chaque projet commence par des croquis, point de départ des échanges créatifs. C'est ce qui me permet de communiquer avec mon client, ce qui est le plus facile, parce que pour lui, comme ça, il a quelque chose de plus palpable à voir. J'aime dire que je suis un peu comme une brodeuse avec une perle. En fait, finalement, je vais travailler la plume très, très graphique, parce que c'est un truc que j'aime bien. Avec la recherche de couleurs, c'est vraiment deux choses sur lesquelles vraiment je m'attelle. J'aime avoir les mains dans la matière. Maud explore, ajuste, transforme la matière avec finesse. Parmi ses gestes favoris, une technique qui sculpte la plume en préservant sa délicatesse, le frimaté. Donc là, on va venir passer la plume dans un bain de vapeur pour l'assouplir. Et on va faire attention à ne pas casser la plume. C'est presque de végétal à la fin. Il y a une sorte de communion qui se passe entre la matière, il y a un respect qui se crée parce qu'on est quand même sur une matière animale. Et donc, personnellement, moi, j'essaye de ne pas la dénaturer. De tout temps, la plume a fasciné. Des rituels chamaniques aux parures aristocratiques, elle incarne à la fois le sacré, le pouvoir et la beauté naturelle. Dans son travail et sa recherche du sur-mesure, Maud passe notamment par le travail de la couleur. J'avais préparé au préalable des pigments. J'aime bien le côté un peu petit chimiste. C'est ça que j'aime bien dans la teinture, c'est qu'on va venir poser son pigment dans l'eau, tremper, sécher, voir comment ça donne, est-ce qu'on est sur le bon ton. C'est l'acte de la transformation qui me plaît. Chaque plumassier va avoir un geste différent. On a tous nos petites techniques. Une fois la plume transformée, Maud explore sa dimension graphique. Forte de son expérience de modiste, elle crée des pièces uniques en jouant avec les textures et les volumes. Sur une base de chapeau, ces plumes s'assemblent peu à peu pour donner naissance à une sculpture aérienne. Donc je vais venir coller mes plumes au fur et à mesure sur ma structure. C'est travail d'observation et de calme. Et quand je viens la plaquer, c'est pareil. Il ne faut pas non plus appuyer trop fortement pour que ça reste propre. Je pense que c'est une rencontre avec la matière qui fait qu'aujourd'hui je travaille encore la plume parce que j'ai appris à l'apprivoiser, à la respecter et en fait entre la douceur de la matière, les choix de couleurs qui fait que la pièce va émouvoir. Je pense que c'est vraiment le propre de ce qu'on recherche, c'est d'émouvoir notre
notre spectateur. Du stylisme à la plumasserie, l'art de Maud Ruby se déploie dans un parcours singulier, porté par la poésie, la légèreté et la précision du geste. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!